évidemment, la règle des tiers, voilà, bien sûr. Merci monsieur GPT, vous êtes un amour. Je me suis posé une question douteuse. Est-ce que ChatGPT serait un bon prof de photo? En fait, j'ai discuté avec un copain de comment repartir de zéro si jamais j'avais aucune connaissance photo et que je voulais apprendre la photo aujourd'hui, comment je ferais. Et en fait, je ferais comme je pense je ferais pour apprendre n'importe quoi. J'irais poser la question à Google ou à ChatGPT. Du coup, je lui dis, mais en fait, ChatGPT, est-ce que ça serait un bon prof de photo? Est-ce qu'il serait bon pour donner les bons conseils pour apprendre la photo? Bah le plus simple c'est d'aller lui demander quoi. Donc aujourd'hui on va répondre à cette question. ChatGPT, peux-tu m'apprendre la photo? On s'installe sur l'ordi et on s'y met direct. Bonjour, c'est Paul du montage. Juste avant de commencer, j'ai une mini annonce à faire. Avant de découvrir si ChatGPT peut devenir votre prof de photo, je peux vous proposer de moi vous apprendre la photo. C'est complètement à hasard du calendrier, mais il se trouve qu'en ce moment, les inscriptions à ma formation Fier de vos photos sont ouvertes. Et c'est un coup de bol parce que je les ouvre simplement une semaine par an. Fier de vos photos, c'est une formation complète pour débuter ou se perfectionner en photo. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description pour en savoir plus, et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mardi soir. Bisous. Eh bien bonjour monsieur GPT, comment allez-vous? On va devoir se mettre au boulot. Moi, je vais dire déjà bonjour monsieur GPT. Je souhaite apprendre la photo. Que va nous dire monsieur GPT? Bonjour, apprendre la photographie est une aventure passionnante. Bien sûr, je peux vous aider. Voici comment commencer. Première étape, définir vos objectifs. Pourquoi souhaitez-vous apprendre la photographie? Hobby, carrière, immortalité des moments. Et quel type de photo vous intéresse le plus? Paysage, portrait, macro, urbain. C'est marrant comme première étape. J'entends pourquoi ça peut être une bonne idée. Pour moi, c'est pas du tout obligatoire. Quand j'ai commencé la photo, il y avait vraiment une envie de créer. J'avais envie de fabriquer quelque chose, de fabriquer un objet, une image. J'avais vraiment une envie de créer qui venait du bide. Et ça aurait pu être n'importe quoi parce que j'aurais très bien pu faire du dessin, j'aurais très bien pu rien, apprendre la sculpture, faire plein d'autres trucs créatifs. Pas du tout à une époque de ma vie où je pensais à une carrière dans la photo. Je cherchais pas particulièrement un hobby, bon alors tant mieux, hein, c'est jamais perdu. Mais il n'y avait vraiment pas de réflexion derrière et ça m'a pas empêché de m'éclater en photo. Donc pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir un plan de carrière. On peut être intéressé par la photo et le voir de manière plus large que juste j'ai envie de faire ça, ça et ça. J'ai envie de faire de la photo en général parce que ça va être, on va dire, mon exutoire créatif sans pour autant aller vraiment dans les détails. Ensuite, il faut acquérir un appareil photo. Alors ça, je suis assez d'accord, il y a un moment, il faut acheter un appareil photo, il faut commencer assez tôt. Pas besoin d'un matériel coûteux au début, mais choisissez en fonction de vos besoins. Smartphone suffisant pour commencer et comprendre les bases. Compact, bridge, simple et polyvalent. Appareil photo réflexe ou hybride pour plus de contrôle créatif. Alors là déjà, je suis content qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin d'un matériel coûteux au début. C'est un conseil que je donne souvent et je suis content que ça soit repris ici. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa classification. Le smartphone pour moi c'est pas suffisant pour commencer au sens où c'est suffisant pour faire des photos et pour te poser la question est-ce que ça me plaît de faire des photos, genre est-ce que je suis content là de me balader et de faire des photos. En revanche on peut pas vraiment comprendre les bases avec un smartphone parce qu'on n'a pas accès à tous les réglages, même avec les différentes applis. Sur la plupart des téléphones, alors il y a peut-être des exceptions, on ne peut pas avoir accès notamment à l'ouverture. Donc en fait on est quand même vachement vite limité dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on peut comprendre surtout. Mais c'est vrai que c'est déjà assez intéressant le smartphone pour voir si ça nous amuse de réfléchir à la composition, de passer une après-midi à marcher pour chercher des sujets, tous ces trucs qui sont inhérents on va dire à la pratique de la photo et tout simplement voir si ça nous plaît. Après on va être hyper rapidement bloqué dans l'apprentissage, mais bon pourquoi pas pour commencer en tout cas le tout début au smartphone. Compact, bridge, simple et polyvalent, appareil photo réflexe ou hybride pour plus de contrôle créatif, c'est très très résumé, mais on va dire pourquoi pas. Ensuite, comprendre les bases techniques. Alors là, il nous propose d'apprendre l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Bon, ça me paraît également la base. C'est important de le comprendre assez vite, même si, comme j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est pas non plus absolument indispensable pour faire des photos. Mais c'est bien de le comprendre parce que ça nous permet d'être en maîtrise en fait, des images qu'on fait et d'avoir le plus de possibilités possibles quand on est face à un sujet. Mais là, il nous dit apprenez comment ces éléments interagissent. Vous pouvez commencer avec le mode manuel ou semi-automatique de votre appareil. Ok, donc je vais directement aller lui dire ok, merci des conseils. Parce qu'en fait là il me dit il faut apprendre les réglages, c'est l'étape numéro 3, mais il ne dit pas comment faire pour apprendre les réglages. On va lui demander que va-t-il nous répondre, monsieur ChatGPT. Super, un réflexe, c'est un excellent outil pour apprendre la photographie. Notez bien que j'aurais pu mettre un hybride, ça aurait été pareil. Il offre beaucoup de contrôle sur les réglages. Voici un plan étape par étape pour maîtriser votre appareil. Lisez le manuel. Je sais que c'est un conseil super commun, lisez le manuel. Et en vrai, gardez votre manuel et lisez-le de temps en temps si vous en avez besoin. Mais juste ouvrez votre appareil photo, déballez le truc, prendre le manuel et le lire, ça vous sert à rien. En fait, ça sert à rien de lire le manuel dans le vide. Le manuel, il faut qu'il soit là pour répondre à des questions précises. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une ouverture, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une vitesse d'obturation,
À le lire dans le manuel, ça va pas vous apprendre grand chose. Pour moi, il vaut mieux apprendre les réglages, et après quand on a un problème, comment on applique ces réglages à un appareil photo, là on va voir le manuel. Et la suite c'est la même chose, repérez les réglages importants et apprenez comment changer ces paramètres rapidement. Ça n'a pas d'intérêt de savoir changer rapidement l'ouverture si tu sais pas encore ce que c'est que l'ouverture et à quoi elle sert. Donc pour moi là il fait un petit peu tout à l'envers. Toujours la même chose, elle nous dit de jouer avec les modes semi-automatiques, qui est quelque chose encore une fois que je vous recommande parce que c'est quelque chose que j'ai fait, que je continue à faire parce que j'utilise toujours aujourd'hui les modes semi-automatiques la majorité du temps. Mais là il nous dit prenez le mode A ou AV et choisissez l'ouverture, l'appareil va ajuster la vitesse. Mais oui, mais je sais pas ce que c'est que l'ouverture et la vitesse. Donc là, en termes d'apprentissage, si je pars de zéro, je suis complètement perdu. On va aller un petit peu plus vite à la suite, comprendre le triangle d'exposition. Ok, merci monsieur GPT, je pense que c'est ça qui est important, mais il aura fallu le mettre en premier. D'abord on comprend les réglages et ensuite on va mettre ces réglages sur notre appareil photo, on va les appliquer. On ne peut pas les appliquer avant de les comprendre. Donc là il nous parle des 3 réglages, l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Et il nous donne en fait l'effet de ces réglages sur la photo. C'est pas mal, mais pour moi ça rentre pas assez dans le qu'est-ce qui se passe exactement quand je change le numéro d'ouverture. Là il me dit ça contrôle la lumière et la profondeur de champ, c'est vrai, mais en fait c'est pas vrai non plus. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que oui, ça a une influence sur la lumière et la profondeur de champ, mais ça c'est une conséquence du fait qu'on va ouvrir ou fermer la bague de diaphragme. Et pour moi, en tout cas c'est comme ça que mon cerveau est fait, mon cerveau un peu d'ingénieur, il faut que je comprenne, il faut que je visualise, il faut que le mécanisme il soit clair dans ma tête pour que je comprenne pourquoi tel réglage fait tel truc. Donc moi j'ai besoin de savoir. Et là je trouve que le ChatGPT il va pas assez dans les réglages, il ne donne pas assez d'infos. Il dit la vitesse d'obturation à 1 millième de seconde ça gèle le mouvement, à 1 dixième de seconde ça fait un effet de filet. Ce sont des informations qui sont vraies, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, je vais demander, explique-moi les réglages. Bon, je fais faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Explique-moi les réglages du triangle d'obturation plus en détail pour que je comprenne ce qu'il se passe. Triangle d'obturation, n'importe quoi. Bon, bah, il a compris, triangle d'exposition, c'est pas grave. Le concept est essentiel en photographie car il vous aide à comprendre comment la lumière interagit avec votre appareil photo. C'est très vrai. Les 3 paramètres principaux, ouverture, vitesse d'obturation et ISO, travaillent ensemble pour déterminer l'exposition de vos photos, c'est-à-dire si elles sont bien éclairées. L'ouverture. L'ouverture, exprimée en f-stop, comme f2.8, machin, correspond à la taille de l'ouverture dans l'objectif qui laisse entrer la lumière. Plus l'ouverture est grande, petit chiffre, plus il y a de lumière qui rentre dans l'appareil. Effet sur la photo, plus de lumière, moins de lumière, et profondeur de champ. Ok, bah pour moi ça c'est précis et ça c'est bien expliqué. Par contre il a vraiment fallu lui demander plusieurs fois d'aller plus dans les détails parce qu'il restait très en surface. Exemple, portrait avec f2.8, le visage est net, l'arrière-plan est flou. Paysage avec f16, tout de l'avant-plan, l'arrière-plan est net. C'est en gros vrai. Ensuite il parle de la vitesse d'obturation qui correspond au temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil reste ouvert pour laisser passer la lumière sur le capteur. Et elle est exprimée en fractions de seconde, 1 500e, 1 millième, ou en seconde, 1, 2, 10 secondes. Effet sur la photo, la lumière et le mouvement, et des exemples. Et ensuite la sensibilité ISO, je ne vais pas tout vous lire parce que bon, c'est quand même des trucs un petit peu de base que vous connaissez. Encore une fois, là on a une description du réglage et des effets du réglage qui est assez précis. Donc maintenant je comprends ce que c'est que l'ouverture, ce que c'est que la vitesse et ce que c'est que la sensibilité ISO. Ensuite, ChatGPT me dit comment ils travaillent ensemble. Imaginez que vous devez remplir un verre d'eau, chaque réglage est comme une partie du robinet. L'image du robinet, c'est une image que j'avais utilisée sur ma chaîne YouTube. Je trouve ça assez marrant que ChatGPT vienne l'utiliser aussi. Globalement, je trouve que cette partie-là est assez bien faite. En tout cas, il y a plein d'informations. Il nous propose même un exercice pratique pour comprendre. Après, moi je pense que ce qui nous manque ici, ce sont des exemples. ChatGPT peut générer des images, mais ici il ne m'en propose pas, peut-être parce que je ne lui ai pas demandé. Du coup, je trouve ça un petit peu difficile à comprendre, mais dans l'absolu, il m'a donné toutes les infos, même si globalement j'ai dû pas mal fouiller, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il m'a donné des conseils, à chaque fois j'ai dû demander précise, parce qu'en fait, il restait très en surface. Du coup, maintenant que j'ai compris le triangle d'exposition et les réglages, je vais pouvoir remonter tout en haut à tous les conseils qu'il m'avait donnés au début. Alors, on en était où? Comprendre les bases techniques, voilà, on en était là, donc ça y est, c'est compris, avec un petit peu de demande de précision, on a pu tout comprendre. Ensuite, entraînez-vous régulièrement. Sortez prendre des photos chaque jour ou chaque semaine, essayez différents sujets, nature, architecture ou portrait, jouez avec les réglages pour voir les effets sur vos images. Oui, de toute façon, il faut pratiquer pour apprendre la photo, donc je pense que ça c'est effectivement une bonne chose. En 5, étudiez la composition. Très bien, attention, est-ce qu'on va voir la règle des tiers? Mais oui, bien sûr, c'est le premier. La règle des tiers, diviser l'image en 9 parties et placer les éléments importants sur les lignes ou les intersections. Ça par exemple, c'est pas très clair. Diviser l'image en 9 parties, on ne comprend pas forcément trop cette histoire de quadrillage. Et gardez en tête évidemment que la règle des tiers, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une règle qui est intéressante parce qu'elle peut un peu vous guider et vous aider à penser différemment vos images. Mais ce n'est pas du tout une règle absolue. De toute manière, en composition, il n'y a pas de règle absolue. Donc j'ai un peu envie de creuser ça avec ChatGPT. Peux-tu m'en dire
plus sur la composition. La composition est essentielle pour rendre une photo intéressante et équilibrée visuellement. Oui, elle influence la manière dont l'œil du spectateur navigue dans l'image. Bien que la règle des tiers soit une base très utile, elle n'est pas obligatoire. Explorons cela en détail. La règle des tiers, une base solide. C'est une technique courante et efficace. Divisez vos images en 9 parties égales avec 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Donc ça déjà, ça nous donne un peu plus d'infos sur comment ça marche parce que c'était pas du tout clair juste dire 9 parties égales. Placez les éléments clés de votre photo, sujet, horizon, point d'intérêt, sur ces lignes ou à leurs intersections. Elle guide naturellement le regard du spectateur, elle évite que le sujet soit centré, ce qui peut rendre la photo plus dynamique. Alors, cette partie-là est vraie. Pour moi, un des intérêts principaux de la règle des tiers, c'est que elle pousse les débutants qui ont tendance à tout centrer au début, tout mettre au centre, à décaler un petit peu leur composition à droite et à gauche pour suivre la règle des tiers, et ça donne des photos qui sont plus dynamiques, donc ça j'aime bien. Et pour moi, c'est vraiment l'intérêt numéro 1, parce que la règle des tiers guide naturellement le regard du spectateur. Tiens, je vais lui demander. Je comprends pas. Pourquoi la règle des tiers guide naturellement le regard du spectateur? Je joue un petit peu au con. Excellente question. La règle des tiers fonctionne parce qu'elle s'appuie sur des principes psychologiques et visuels qui influencent la manière dont nous percevons une image. Voici une explication détaillée. Le cerveau cherche l'équilibre. Quand nous regardons une image, notre cerveau cherche instinctivement à organiser l'élément visuel. Une position trop centrée peut parfois paraître statique, ennuyeuse et trop parfaite. En plaçant les éléments importants sur les lignes ou les intersections des tiers, on crée une composition équilibrée mais dynamique, ce qui capte et maintient l'attention. C'est drôle parce que je vois des trucs que j'ai déjà lus sur des blogs, que j'ai déjà entendu dans des vidéos, mais c'est complètement vide. C'est-à-dire qu'une composition trop centrée peut parfois paraître statique, ennuyeuse ou trop parfaite. Potentiellement c'est vrai, les compositions centrées sont extrêmement statiques, et on peut les trouver ennuyeuses, encore que ça prête vraiment à débat. Par contre, quel rapport entre le fait de n'être pas centré et d'être plus équilibré? C'est peut-être plus dynamique, ça fait peut-être plus circuler le regard dans l'image, mais je vois pas en quoi c'est plus équilibré. Et comme l'équilibre, pour moi, c'est un petit peu la base de la composition, j'aimerais bien savoir pourquoi mettre son sujet sur le tiers de la photo, ça rend la photo plus équilibrée. Ça, j'ai pas l'information. Les intersections des lignes des tiers, des 4 points où elles se croisent, sont perçues comme des points naturels de focalisation. Mais ça, encore une fois, c'est pas du tout argumenté. Ces zones attirent plus facilement le regard parce qu'elles sont légèrement excentrées. Et pourquoi on aurait plus le regard attiré sur des zones excentrées? Ce serait pas plutôt l'inverse? On regarde pas instinctivement devant nous? Cela répond à notre besoin de découvrir les éléments importants sans que tout soit évident. Pas très sûr de comprendre ce que ça veut dire. Légèrement décaler un sujet crée une tension visuelle subtile, ce qui engage davantage le spectateur. C'est moins prévisible qu'un sujet centré. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, sachant que tout le monde dit aux débutants de faire la règle des tiers. Toutes les photos de débutants suivent la règle des tiers. Du coup, le type de composition le plus prévisible qui soit, c'est une composition au tiers. Donc dire que suivre la règle des tiers est moins prévisible qu'un sujet centré, c'est pas vrai du tout. 3. Inspiration dans la nature et l'art. La règle des tiers trouve ses racines dans des principes esthétiques bien ancrés. La spirale de Fibonacci ou nombre d'or et l'inspiration dans la peinture classique. Alors tout ça, on va pas aller dans les détails, mais ça a été débunké des milliers de fois. Il n'y a pas de règle des tiers dans la peinture classique. La spirale de Fibonacci, c'est essentiellement des conneries. Enfin, je dis pas que la spirale de Fibonacci n'existe pas, il y a juste cette idée que si on cherche suffisamment, on peut trouver n'importe quel ratio, n'importe quelle forme dans la nature. Et le nombre d'or, c'est l'exemple parfait de ça, où on peut le trouver partout, mais il y a plein d'autres chiffres qu'on peut trouver partout. Donc oui, le nombre d'or, il est équilibré, il est joli, mais tout comme plein d'autres possibilités, quoi. En fait, là, on touche vachement aux limites de ChatGPT. ChatGPT, c'est une IA, mais contrairement à ce que son nom dit, une IA, ça ne réfléchit pas, en fait. Une IA, en fait, ça recrache des trucs qu'elle a appris, et l'IA, elle n'est pas entraînée à vérifier des sources, à remettre en cause des trucs qu'il a vu écrits sur Internet et compagnie. Donc là, c'est drôle, parce que je lis des trucs que j'ai entendus plein de fois sur Internet, répétés comme des perroquets par plein de gens, sans jamais avoir été un peu creusé, quoi. Sans jamais vraiment de justification. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Laurent Breillat qui s'appelle La secte règle des tiers, qui est hyper intéressante sur le sujet, parce que justement elle débunk un peu le fait que tous les peintres classiques utilisaient ça et tout ça, que c'est utilisé dans l'art depuis longtemps. Non, c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de règle des tiers ou d'une spirale de Fibonacci qui soit une règle absolue en composition. Vous pouvez prendre les 100 photos les plus connues de tous les temps, il n'y en a aucune qui a atteint ce niveau de célébrité, on va dire, pour avoir bien suivi les règles de composition. Vraiment jamais. C'est toujours parce qu'il y a des sujets qui sont forts, c'est toujours parce qu'il y a des fortes esthétiques, c'est d'autres trucs. Et évidemment qu'on ne peut pas faire une photo fabuleuse juste en suivant quelques petites règles simplistes à la lettre. 4e point, l'œil suit un chemin naturel dans l'image. Lorsqu'on regarde une photo, notre œil ne perçoit pas tout à la fois. Il suit un chemin naturel pour explorer les éléments. Un sujet placé sur un point de tiers capte l'attention dès le début. Mais évidemment que non, c'est pas l'endroit où est le sujet qui capte l'attention du spectateur, c'est le sujet en lui-même. Si vous prenez une photo d'un humain devant un arrière-plan assez neutre,
vous mettez l'humain en plein centre ou vous mettez l'humain au tiers, dans tous les cas, le regard il est attiré par l'humain, il n'est pas attiré par le tiers. C'est-à-dire que dans la photo où l'humain il est centré, on ne va pas les voir à côté juste parce que l'humain il n'est pas au tiers, ça n'a pas de sens. C'est le sujet qui attire notre regard. Après, dans les sujets, il y a des choses qui attirent plus ou moins les regards, hein, ça on pourra en parler une autre fois, mais non, c'est pas du tout le tiers qui attire les regards. Ensuite, l'œil explore les autres éléments autour avant de revenir au sujet principal. Encore une fois, l'exploration de l'image par l'œil se fait en fonction de par quoi l'œil est attiré, et c'est beaucoup plus complexe que juste les points de force. Parce qu'il y a, s'il y a des écritures, il y a la taille de ces écritures, il y a des lumières, s'il y a des contrastes, s'il y a des couleurs, s'il y a des mouvements, il y a plein de trucs qui peuvent attirer le regard, donc ça dépend des images, c'est vraiment du cas par cas. Résumé, la règle des tiers guide naturellement le regard parce qu'elle équilibre ordre et dynamisme. Elle répond à des préférences esthétiques profondément ancrées en nous, cependant c'est une guideline, pas une obligation, expérimentée pour voir ce qui marche mieux pour votre photo. Ok, au moins une phrase avec laquelle on est d'accord. Si vous avez des exemples de photos, on peut analyser ensemble pourquoi l'une semble plus naturelle à regarder que l'autre. Ah, je peux lui proposer des photos. C'est intéressant ça. Le tri, j'aime pas ça. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce qu'avec mon métier de photographe de mariage, je fais plus de 50 000 photos par saison. Donc le tri, ça me connaît. Il y a deux manières de faire son tri. On peut le faire manuellement, ça marche très bien, mais ça prend des heures. C'est la méthode que j'ai utilisée pendant des années pour tous mes mariages et que j'utilise encore parfois. Mais il y a une autre manière de trier ces photos maintenant, c'est en étant aidé par des outils d'intelligence artificielle, et c'est ce que propose Aftershoot. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite sélection de photos et que je vais faire le tri d'abord manuellement, et ensuite avec Aftershoot pour vous montrer la différence. Pour le tri manuel, j'utilise le logiciel gratuit Fastone Viewer. Je fais une première passe sur laquelle je supprime toutes les photos objectivement ratées. Ensuite, je fais une seconde passe pour choisir les meilleures images, quand il y a des doublons, et enfin une troisième passe pour vraiment sélectionner les meilleures. Sur cette sélection de photos, ça m'a pris 14 minutes. Tri avec Aftershoot, c'est un petit peu différent. J'importe mon shooting sur Aftershoot, et je laisse le logiciel réfléchir tout seul. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Quand mon shooting est prêt, je passe en revue ce que me propose Aftershoot. En gros, ce que j'attends de lui, c'est qu'il supprime les photos floues, et qu'il groupe ensemble les photos dupliquées en me proposant celle qu'il considère la meilleure. Moi, il me reste juste à passer en revue les résultats d'Aftershoot et à faire quelques modifications si je trouve qu'il n'a pas forcément choisi la meilleure dans un groupe de photos. Et ensuite, j'ai plus qu'à exporter sa sélection finale, et pour cette sélection de photos, ça m'a pris 8 minutes. On voit avec cette petite expérience qu'on peut gagner beaucoup de temps en triant ces photos avec Aftershoot. Là, j'étais sur une petite sélection de photos, mais imaginez quand je suis en train de trier les 5000 photos d'un mariage, les gains de temps sont énormes. Si Aftershoot vous intéresse, vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 30 jours. Et ils ont après un système d'abonnement qui commence à 10 € par mois, sachant qu'avec le code Paul Napo, vous pouvez avoir 10% de réduction. Un grand merci à Aftershoot de soutenir la chaîne. Et nous, retour à la vidéo. Bon, vous savez quoi, on a déjà appris plein de trucs, j'ai pas lu tout ce qu'il m'a envoyé parce qu'à chaque fois que j'avais une question, je reposais une question et du coup j'ai pas pu tout lire, mais il m'a envoyé plein d'informations. Moi maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est lui proposer deux images pour qu'il me demande ce qu'il pense de deux images. Je vais lui montrer une image dont je suis extrêmement fier, peut-être une de mes images préférées, et une image toute pourrie, et j'ai hâte d'avoir son avis à lui. Que penses-tu de ma photo? J'aimerais savoir comment l'améliorer. Merci pour la photo. Voici mon analyse. Point positif. Le choix des couleurs, l'ambiance naturelle et authentique, le cadre urbain, le cadrage serré, bon très bien. Moi je veux les axes d'amélioration, c'est ça qui m'intéresse. Sachant que cette photo-là, c'est une photo préférée de tous les temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être améliorée, elle pourrait être très très différente, mais c'est une photo dont je suis extrêmement fier. La composition, le sujet est trop centré. Évidemment, la règle des tiers, voilà, bien sûr. Il faudrait placer son visage sur une des intersections pour un rendu plus dynamique. La perspective, la grille prend trop de place, ce qui peut détourner l'attention, peut-être cadrer légèrement plus bas, pour donner plus d'importance au roller, ou légèrement plus haut pour isoler le visage. Alors plus bas, c'est-à-dire moins de grille, ok, ou plus haut pour le visage. Ok, donc vraiment complètement changer la photo, très bien. Les détails du fond, comme le mur et la fenêtre, sont un peu distrayants, un angle différent pour minimiser ces éléments, ou créer un flou d'arrière-plan plus prononcé, grande ouverture par exemple à f de 8, il se trouve que la photo est prise à f1.4. Bon, voilà, je donne juste l'info comme ça. Lumière, bien que l'éclairage semble naturel, il manque un peu de contraste ou de modelé. Ok, donc là il critique ma retouche maintenant. Une source de lumière supplémentaire pour donner du relief au visage. Ok, vraiment pour moi la lumière c'est un des points forts de cette photo, au sens où c'est vraiment une lumière qui représente l'Irlande que j'ai envie de photographier. Mais bon, pourquoi pas. Si vous utilisez un logiciel de retouche, vous pourriez ajouter les ombres et les hautes lumières pour un effet plus dramatique. Ok, bon ça se tient. Moi c'est pas mon style, mais je comprends qu'on puisse proposer ça. L'expression de la jeune fille est intéressante, mais peut-être une interaction plus marquée avec ses rollers ou la grille comme un mouvement pourrait ajouter de la dynamique. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de vraie proposition très concrète, parce qu'en fait on me propose juste de faire une photo différente. Les deux propositions concrètes sur la position dans le cadre et la composition, et ça me fait rire, parce que c'est vraiment, on est droit dedans quoi. La règle des tiers n'est pas suivie, attention ça va pas du tout. Suggestion pour expérimenter, merci. Essayez une prise de vue plus basse pour accentuer les rollers ou rendre le sujet plus imposant. Ou inversement, un angle plongeant pour une perspective plus originale. Profondeur de champ, là encore une fois il est à côté de la plaque, j'en ai déjà parlé. Et ajouter de la vie, photographier là, en train de patiner, avec une vitesse d'obturation rapide. Alors,
pour le coup, j'ai plein de photos d'elle en train de patiner, et c'est pas des mauvaises photos, mais ça n'a plus rien à voir, quoi. Mais pourquoi pas. Conclusion, cette photo est déjà réussie par son naturelle simplicité, merci. Merci monsieur GPT, vous êtes un amour. Pour aller plus loin, vous pourriez expérimenter avec un cadrage plus audacieux ou une gestion de la lumière et de la profondeur de champ pour accentuer l'histoire ou l'ambiance que vous souhaitez transmettre. Non, par contre, ce que je veux, c'est de trouver une photo pas très intéressante et savoir ce que tu vas m'en dire. Que penses-tu de ma photo? J'aimerais savoir comment l'améliorer. Alors cette fois, je lui ai proposé une nouvelle photo, mais c'est une photo complètement ratée. C'est même une photo que j'ai pas fait exprès de prendre, c'est je suis en mariage, j'ai mes deux appareils photo qui sont sur mon harnais, et j'ai dû taper avec ma cuisse sur un des appareils photo. Ça a fait cette photo que je trouve marrante, mais qui est complètement conne, quoi, que j'ai gardée. Je sais pas trop pourquoi, parce que ça me faisait rire, je l'ai mise dans un coin, et c'est la parfaite occasion pour demander à ChatGPT de me faire une analyse bien poussée. Ambiance lumineuse. Les guirlandes lumineuses et les drapés créent une belle atmosphère chaleureuse et festive. La perspective est unique, la prise de vue inhabituelle avec un angle très bas capte l'attention. Cela donne un effet dynamique et intriguant. Reflet dans le miroir, l'utilisation d'un miroir ou d'une surface réfléchissante ajoute de la profondeur et de l'intérêt visuel. Pour améliorer, l'image est à l'envers, ce qui rend la lecture visuellement moins intuitive. Redresser la photo pour mieux mettre en valeur les éléments principaux. Cadrage serré, le visage coupé et les éléments en bas de l'image, probablement votre bras et un objet flou, encombrent la composition. Il pourrait être intéressant d'élargir un peu le cadrage ou de recadrer pour se concentrer davantage sur le sujet. Mise au point et netteté. La netteté semble légèrement perdue sur le sujet principal. Si cela est intentionnel, c'est une bonne idée, mais autrement, essayez d'ajuster les mises au point. Harmonie visuelle, les éléments comme le bras et la poignée flous en bas de l'image ajoutent du désordre. Essayez une composition plus épurée en éliminant les distractions visuelles. Suggestion d'amélioration, et bien encore une fois, mettez le visage dans un point d'intérêt selon la règle des tiers et utilisez davantage les lignes des guirlandes lumineuses pour guider le regard vers le sujet. Sur la limite, pourquoi pas. Profondeur de champ, une grande ouverture pour isoler davantage le sujet. En fait, j'ai l'impression que quelle que soit la photo que je lui envoie, je vais avoir exactement les mêmes points d'amélioration, c'est-à-dire utiliser la règle des tiers et isoler davantage le sujet. C'est très très basique et surtout c'est un petit peu réducteur, on va dire, de vouloir se contenter de ça. Ensuite, il me propose un post-traitement différent et résumé, votre photo a une belle ambiance lumineuse et une perspective intéressante. Pour l'améliorer, il faudrait que je la redresse, que je simplifie la composition et que j'expérimente avec le cadrage et le reflet pour raconter l'histoire plus marquée. Bon, j'ai presque fini avec ChatGPT, j'ai juste quelques petites questions à lui poser encore. Comment faire la plus belle photo du monde? Je veux une réponse courte. Pour créer la plus belle photo, combinez une lumière parfaite, une composition puissante et une émotion sincère qui raconte une image, une histoire unique. Expérimentez, ressentez et laissez votre vision personnelle guider l'image. C'est à la fois pas faux, hein, il n'y a rien avec lequel je ne sois pas d'accord, et à la fois extrêmement, extrêmement bateau et surtout complètement flou, ça ne donne aucune information. Je veux devenir riche avec la photo, comment je peux faire? Pour devenir riche avec la photo, spécialisez-vous dans un domaine lucratif comme la photographie de mariage, la mode ou les entreprises. Alors, avant de devenir riche avec la photographie de mariage, il faut quand même se lever un peu tôt. On peut très bien gagner sa vie, je gagne bien ma vie avec la photo de mariage, il n'y a vraiment pas de souci. Mais riche, ça me paraît un peu ambitieux, quoi. Personnellement, je me suis bien marié, merci monsieur GPT pour votre aide. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a plein d'infos qui sont vraies. Par exemple, au début, quand il m'a fait un plan pour apprendre la photo, c'était pas si con. C'est juste que c'est pas très bien délivré. Ça donne pas un plan vraiment qu'on peut suivre dans la vie, quoi. C'est juste, tiens, voilà plein de trucs que j'ai lus sur internet ou plein de trucs que tout le monde dit, mais c'est pas un plan précis, ça donne pas l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Ça se contente de régurgiter tout un tas de banalités qui sont pour la plupart pas complètement fausses, mais j'ai pas l'impression que je pourrais vraiment apprendre la photo en suivant ce qu'il me dit, parce que c'est pas assez structuré, c'est pas assez tourné vers la pratique, donc en plus j'ai vraiment été obligé de creuser vraiment moi-même pour avoir les informations dont j'avais besoin pour apprendre, donc c'est un petit peu léger, quoi. C'est plein de trucs intéressants, mais c'est le bordel. Et la deuxième chose que je lui reproche, mais ça c'était évident, sachant que les IA se nourrissent de ce qu'ils peuvent trouver, c'est qu'il m'a recraché tout un tas de conneries qu'on lit partout sur internet, mais qui ne sont absolument pas vérifiées dans la vraie vie. La règle des tiers en tête, la spirale de Fibonacci, tous ces trucs-là qui ne sont pas justifiés artistiquement. Dans l'histoire de la photo, il n'y a pas grand-chose qui appuie ces trucs-là, quoi. Donc en fait, si vous posez la question, est-ce que quand je lui dis apprends-moi la photo, est-ce qu'il va analyser des photos célèbres pour m'apprendre à les faire, ou est-ce qu'il va lire des conneries sur internet et répéter les mêmes choses qu'il a lues sur 15 blogs différents?
Vous connaissez la réponse, c'est la deuxième. Bon, c'était marrant comme expérience, monsieur GPT. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que je lui ai filé deux photos, une qui est une des photos que je préfère au monde et une photo de merde absolue, et que j'ai eu les mêmes propositions, les mêmes suggestions pour améliorer l'image, quoi. Donc bon, voilà, ça va être un peu léger au niveau de l'analyse. Bon, c'est quoi la conclusion de cette expérience complètement inutile? Bah déjà, je suis pas prêt d'être remplacé en tant que prof de photo, je pense. Alors je dis pas que tout était nul, hein. Globalement il y avait des conseils intéressants, mais il se trouve que la manière dont fonctionne ChatGPT, c'est que c'est une genre d'intelligence collective, parce qu'en fait, lui, il est pas intelligent en soi, il va chercher plein d'infos partout, et il se trouve que du coup, il va me proposer des conseils qui sont un peu les conseils qu'on entend un peu partout en photo, quoi. Donc c'est pas forcément mal, c'est juste un petit peu léger, ça reste vachement à la surface en fait. Il y a des conseils qui sont pertinents, puis il y a aussi des conseils un petit peu cons, respecte la règle des tiers, prends un bon matériel, des trucs que moi personnellement je trouve pas très intelligents. Je pense que ChatGPT du coup c'est un peu une version consensuelle, comme si on faisait une moyenne de tous les profs de photo. Il y a plein de bons profs de photo, il y a plein de profs de photo moyens, on va dire, pour être gentil. Après il n'était pas non plus complètement à côté de la plaque, je pense qu'on peut suivre le plan, la stratégie de ChatGPT pour apprendre la photographie, c'est très possible. Mais bon, cette expérience servait à rien, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais maintenant, vous le savez. En tout cas, c'était marrant d'essayer, j'espère que ça vous a fait rigoler aussi. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram et à vous abonner à cette chaîne pour plus d'expériences complètement débiles. Salut!